Comment je fais pour voir les autres lives qu'il peut y avoir? Hop, let's go. Hey! Hello Yes! les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live ce soir, un gros live. Je suis accompagné de Nicolas qui va se présenter dans quelques instants. Juste pour vous expliquer le but du live de ce soir, ça va être tout simplement de parler de DeFi. Qu'est-ce que c'est la DeFi? C'est la finance décentralisée. Donc on va vous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça peut vous apporter, quelles sont les opportunités que vous allez trouver au sein de la finance décentralisée. Et restez bien jusqu'à la fin du live puisque justement on vous donnera une première opportunité concrète avec des détails, des explications pour que vous puissiez en profiter. Voilà, tout au long du live, n'hésitez pas à poser vos questions, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch. On va faire des petites pauses régulièrement tout au long du live pour répondre aux questions les plus pertinentes. Donc n'hésitez pas à nous interpeller. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite. Nicolas, je vais te laisser te présenter. Et voilà. Salut, salut Alex. Déjà, je pense que tu m'entends bien? Ouais, Ok. c'est parfait. On t'entend super bien, on te voit super bien. Super. Moi, je m'appelle Nico. Je suis investisseur en crypto depuis, je pense, 2017. J'ai fait partie de la vague des shitcoins, des ICO, celles qui se sont bien passées, puis celles qui se sont un peu moins bien passées. J'ai gagné de l'argent avec les cryptos, j'en ai perdu aussi pas mal. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. Mais bon, du coup, j'ai continué. Donc là, ça fait 5-6 ans, je pense maintenant, que j'ai investi en crypto. J'ai changé un peu ma stratégie par rapport à ce que je faisais un peu au début, où je faisais pas mal on va dire, de trading ou de choses comme ça. Ouais. Je suis nul pour lire des indicateurs techniques. Et donc, du coup, il a fallu changer un peu de stratégie parce que, en fait, je commençais à perdre trop d'argent. Et donc, du coup, je me suis mis dans une perspective financière, on va dire, investissement un peu plus, on va dire, long terme. Et donc, du coup, en fait, je m'achète des cryptos, je les garde plus sur du long terme, Okay. et pour essayer de garder encore plus de rendement pour celles sur lesquelles je peux. Okay. Je fais ce qui s'appelle du stacking, on en parlera plus tard, parce que du coup, c'est le niveau zéro de la DeFi pour avoir des rendements, mais c'est une stratégie qui est relativement sûre, aussi sûre que ça peut être quand on parle de crypto, et qui permet de multiplier en fait ces rendements au fur et à mesure des années avec les intérêts composés. Okay. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai continué à investir, et donc du coup je me suis spécialisé maintenant dans la DeFi, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne la finance décentralisée, c'est-à-dire en gros comment est-ce que tu peux avec des outils financiers faire de l'argent avec les cryptos. Ok, super. Bon, écoutez les amis, donc voilà Nico, on bosse ensemble maintenant depuis plusieurs semaines. Donc c'est lui qui s'occupe en intégralité de la partie DeFi sur le Discord. Donc d'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord. Tous les liens de toute façon sont dans la bio. Donc il va y avoir régulièrement des lives comme ça, donc qui sont sur Twitch et sur TikTok, donc des lives publics. Mais il y aura aussi des lives privés sur le serveur Discord où là on vous apportera de la connaissance un petit peu plus spécifique, évidemment pour les personnes qui nous suivent régulièrement. Donc je vous invite à rejoindre le serveur. Voilà, comme je le disais en début de live, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Tout au long du live, on fera des petites pauses pour y répondre. Donc voilà, et restez bien jusqu'à la fin puisque on vous donnera un call DeFi justement en fin de live. Ok, bah écoute, pour commencer Nico, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la DeFi, qu'est-ce que ça veut dire, et voilà. Ouais, carrément. En fait, la DeFi, donc en français la finance décentralisée, en fait, c'est toutes les différentes techniques qui peuvent être mises en place, ou tous les différents outils qui peuvent être mis en place pour, on va dire, quasiment remplacer les banques. En fait, on remplace les banques avec de la finance décentralisée, on supprime tous les intermédiaires, on les remplace par des applications qui marchent avec un peu de code. Okay. Et en fait, pour entretenir tout ça, en fait, c'est toi qui quasiment deviens la banque ou participe à un nouveau système bancaire dans lequel on oublie en fait toute la partie KYC. Je ne sais pas si tu as ouvert un compte en banque récemment, mais en fait, ton KYC, ça devient juste une horreur maintenant. Il faut donner... limite, maintenant, il faut donner ton groupe sanguin pour pouvoir ouvrir un compte en banque. C'est juste une horreur. Il faut donner tes 3 derniers bulletins de salaire, une preuve d'adresse, ton passeport, bref, donc ça en fait c'est hyper lourd quand tu commences à
à faire des transactions à plus de 10 000 euros. Alors, on ne fait pas ça tous les jours, mais en fait, tu es bloqué parce que du coup, en fait, tu dépasses ton plafond et ton plafond, tu ne peux pas l'augmenter. Et en fait, moi, je me suis mis à la DeFi, en fait, la partie, la petite touche en fait, personnelle, au-delà d'investisseur crypto, je suis aussi investisseur IMO. Et en fait, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je monte ma boîte et en fait, comme j'ai pas de CDI, en fait, les banques refusent de me prêter et me considèrent moi comme étant à risque. Et donc du coup, en fait, refusent de me prêter de l'argent pour continuer à acheter, par exemple, de l'immobilier. C'est ça. Et donc du coup, en fait, je suis pour une banque, je suis quasiment le profil le plus risqué. Même si j'ai de l'argent de côté et que je peux avoir, tu vois, des revenus de loyer que j'ai déjà fait précédemment. Et en fait, comme je suis hors système, il a fallu que je trouve une source de revenus alternative pour pouvoir continuer à me financer. Et en fait, la source alternative pour continuer à me financer, ça a été la finance décentralisée. Donc, la finance décentralisée, en fait, ça va remplacer les banques à terme. Ça, c'est quasiment, on va dire, une certitude, ou en tout cas, ça sera au moins l'équivalent. Ouais, un système parallèle, en fait, au système bancaire. Un système classique. Parallèle, exactement. Quand tu penses, par exemple, en capitalisation boursière, Luna plus UST, j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui parlait de Luna. Luna plus UST, c'était 70 milliards de dollars de capitalisation boursière. Lehman Brothers, alors peut-être que pour les plus jeunes, ça ne vous parlera pas, mais la crise financière de 2008, c'est la chute de Lehman Brothers. Lehman Brothers, c'était une des plus grosses banques US et c'était 60 milliards de dollars. Donc ça veut dire que juste avec la finance décentralisée, tu avais plus de capitalisation boursière qu'une des plus grosses banques US. C'est ça. C'est dire la puissance que ça peut avoir. C'est ce qu'il faut comprendre en plus sur ce point-là, qui est très intéressant, parce que justement, comme tu disais, le comparatif entre ce qui s'est passé sur Terra et Lehman Brothers a été remis sur la table un certain nombre de fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait du coup là un écosystème, un seul écosystème dans un secteur du Web3, de la DeFi, des crypto-monnaies, etc., qui pesait plus lourd que l'une des plus grosses banques américaines de l'époque. Donc c'est pour comprendre l'ampleur. Et sachant qu'en plus, on est aujourd'hui uniquement en 2022, donc sur un marché qui est assez jeune, et il faut voir le poids déjà que ça pesait. Je te laisse continuer sur ce que tu disais. Et juste pour terminer sur la partie DeFi, donc en fait, avec les outils, donc j'ai parlé un peu de stacking tout à l'heure. Donc en gros, tu confies tes jetons à un validateur qui va en fait valider les transactions sur la blockchain et toi, tu vas toucher une commission. Donc en fait, c'est comme ça que tu gagnes des revenus complémentaires. Donc ça, c'est une partie un peu, on va dire, facile. Tu as tout ce qui concerne l'emprunt ou la prise de ou le fait de prêter toi-même tes propres jetons et de gagner un taux d'intérêt comme une banque. En fait, tu as tes sous, tu prêtes tes sous et tu gagnes des taux d'intérêt. En fait, tu es comme une banque. C'est ça. Et la dernière partie, c'est ce qui s'appelle le liquidity pooling et le farming. Donc en fait, là, tu vas mettre tes fonds. C'est un peu plus risqué parce que du coup, tu n'as pas de certitude de retrouver ton capital. Mais en fait, tu vas mettre tes fonds à disposition d'un système et en échange en fait, de chaque transaction, tu vas en fait toucher toi un pourcentage de ces transactions. Ok. Et donc en fait, là, tu peux avoir des taux assez exponentiels et tu peux faire du farming comme du lending. D'ailleurs, aussi bien de stablecoin, on parlait du UST, mais aussi bien de stablecoin, donc c'est-à-dire des cryptos qui sont adossés, en général, c'est au dollar, ou d'actifs beaucoup plus volatiles. Tu peux faire du pooling de Bitcoin, d'Ethereum, d'Avax ou de toutes les cryptos que tu veux, avec à chaque fois des niveaux de risque différents. Bien sûr. Ok. Alors, il y a une question qui revient souvent justement sur cette partie-là de farming, c'est comment ça fonctionne justement une pool de liquidité. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne concrètement? Concrètement, en fait, souvent, tu as deux cryptos. En fait, vois le liquidity pooling comme, si je dois caricaturer, comme quand tu vas dans un aéroport international, tu arrives à New York. Et en fait, toi, tu arrives avec tes euros et d'un coup, en fait, la currency change et tu dois payer en dollars. Et en fait, tu arrives au Travelex et en fait, tu dois changer tes euros contre des dollars. Ok. Et pour ça, en fait, les mecs, ils achètent l'euro à un certain prix, ils te vendent le dollar à un certain prix et ils gagnent une commission. Ok. Et en fait, le liquidity pooling,
c'est toi qui deviens en fait l'échangeur de l'aéroport et c'est toi en fait qui prend la commission quand il y a quelqu'un qui change 1 euro contre 1 dollar. Sauf que là, on ne parle pas d'1 euro contre 1 dollar, on va parler d'un Ethereum contre un USDT, par exemple. Après, il y a toutes les currencies possibles et imaginables, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Tu confies tes fonds à un échangeur, et l'échangeur, en fait, achète et vend, et en échange de toi d'avoir pris le risque d'avoir prêté tes Ethereum ou tes USDT, l'échangeur prend une commission, et toi, tu prends une commission de la commission. Ok, super. Ça fonctionne exactement comme ça. Ok, super. Allez, les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat par rapport à ce qu'on dit. N'hésitez pas à nous arrêter s'il y a des termes que vous n'avez pas compris. Là, on a eu l'explication de ce qu'était dans un premier temps la DeFi, ce que c'est une pool de liquidité. S'il y a des petits termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. Alors justement, moi j'avais une question. Il y a un commentaire juste. Alex, vite fait, sur Binance demande les mêmes documents qu'une banque. C'est tout à fait vrai. Et en fait, c'est parce que Binance, c'est un échangeur centralisé. Ça veut dire qu'en fait, il est backupé par des assurances traditionnelles. Et si par exemple, Binance fait faillite, comme Coinbase par exemple, en fait, Binance ou Coinbase font faillite avec tes fonds. C'est ça. C'est un échangeur qui est centralisé. Si tu veux avoir un échangeur qui soit décentralisé, il faut en fait mettre tes sous ou mettre tes cryptos sur un ledger ou quelque chose qui t'appartienne pour être sûr que tes fonds sont en sécurité. C'est ça. Ça, je vous en avais parlé il y a quelques temps dans un live d'ailleurs, où je vous disais que moi personnellement, et je vous invitais aussi à le faire, à aller de plus en plus vers des DEX, donc des échanges justement décentralisés, parce que justement les échanges comme ça, les plateformes d'échange comme Binance, comme tu l'as dit, Coinbase, qui sont centralisés, vont être les premiers à subir les régulations. On l'a vu avec Binance sur l'année 2021, vu que ce sont des entités qui sont centralisées, et bien forcément les régulateurs financiers, donc on peut parler de la SEC par exemple aux États-Unis, de l'AMF en France, etc., vont s'attaquer en priorité forcément à ces exchanges-là. On a vu par exemple Binance qui a dû supprimer et enlever en fait les contrats futurs pour certains comptes, que ce soit en France, en Espagne, etc. Tout ça évidemment parce que c'est centralisé. Donc on vous encourage, pour vous, pour votre argent, pour votre utilisation des crypto-monnaies, à aller vers les DEX. Alors même si c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, d'utilisation et d'accessibilité, évidemment qu'en termes après, dans le futur, d'utilité et de protection et de sécurité, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc voilà un peu pour cette première partie. Alors justement, quand on veut faire ses premiers pas en DeFi, Nico, ça va être quoi les premières opportunités, les premiers trucs qu'on va pouvoir toucher un petit peu pour profiter justement de cette finance décentralisée? Ouais. Alors déjà en termes techniques, effectivement, pour que ce soit décentralisé, en fait, il faut que ça devienne anonyme, on va dire. Et en fait, le fait de créer, d'avoir un portefeuille anonyme, la première chose à faire, c'est de se créer un portefeuille MetaMask. De cette manière, en fait, ça devient vraiment ton passeport Web3 et qui te permet vraiment de te promener partout sans avoir justement à divulguer ton nom, ton adresse email ou des choses comme ça, parce que du coup, ça va être un problème. Il faut que tu recrées des comptes à chaque fois, alors que quand tu as un portefeuille MetaMask, du coup, tu as un portefeuille, tu te promènes partout dans tout le Web3 avec, et ça, c'est absolument fabuleux. Ça, c'est ton passeport vraiment pour te promener sur le Web3 et sur la blockchain. Okay. Après, tu as différentes opportunités. Je dirais on a parlé du stacking, on a parlé du farming. Alors peut-être que plus tard on rentrera dans le détail des choses. Après on peut parler d'autres opportunités. Par exemple, ça peut être des launchpads ou des airdrops par exemple. Okay. Les launchpads ou les airdrops, c'est la plus belle invention marketing ever. C'est que en fait les airdrops, c'est en fait on te rémunère, on te récompense parce que en fait, tu as participé à un système ou alors tu as tel crypto et donc du coup, on te récompense pour avoir tel crypto parce que du coup, tu es dans tel environnement ou tu es dans telle blockchain. Et ça, en fait, c'est un outil qui est marketing et financier. Mais en même temps, toi, ça te permet, en tant qu'utilisateur, de toucher des cryptos gratuitement.
juste parce que en fait, tu as utilisé un système à un instant T avant qu'il l'annonce. Alors, il y a deux trucs avec les airdrops qui sont un peu casse-pieds. Le premier, c'est que, évidemment, comme c'est marketing, c'est un peu caché. Donc, le jour où ils annoncent de faire des airdrops, en fait, souvent, c'est un peu trop tard. Donc, il faut se renseigner un peu partout pour avoir un peu un sentiment du marché et se dire un peu à quel moment, en fait, est-ce que moi, je suis susceptible de toucher un airdrop. Donc, en fait, il y a des rumeurs, il faut être beaucoup sur Twitter, il faut être sur quelques sites. Airdrop.io, par exemple, c'est une super source pour ça. Airdrop.io, en fait, ça te liste tous les airdrops potentiels, ça te les classe en fonction de est-ce que c'est sûr, pas sûr, et surtout le point qui est très important, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être éligible à un airdrop. Donc en fait, et j'ai posté une vidéo sur TikTok récemment, cet après-midi, sur en fait comment est-ce que je vais faire en sorte moi d'être éligible à l'airdrop d'Arbitrum. Arbitrum, c'est une L2, c'est en fait ça vient se mettre en fait en surcouche d'Ethereum pour faciliter en fait le nombre de transactions, absorber le nombre de transactions. Enfin, quand tu vois les frais de gaz, les frais de transaction d'Ethereum, ils sont débiles. Et en fait, tu as des blockchains qui viennent se mettre par-dessus pour pouvoir faciliter en fait faciliter les transactions et fluidifier en fait toute la chaîne. Donc Arbitrum c'en est une, Optimism c'en est une. Optimism a fait son airdrop récemment. J'ai pas fait ce qu'il fallait et je suis dégoûté pour être éligible à cet airdrop. Donc je me laisserai pas faire pour le airdrop d'Arbitrum. Et en fait, donc il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, tu peux utiliser le bridge Ethereum Arbitrum. Et en fait, en utilisant le bridge, comme tu es avec ton portefeuille MetaMask, on sait qui t'es. Okay, c'est pas parce qu'on ne sait pas qui t'es personnellement qu'on ne sait pas ce que tu as fait. C'est la blockchain, tout c'est ouvert, donc c'est traçable. Donc du coup, on sait que tel portefeuille a fait X transactions avec le montant des transactions, etc. Et donc du coup, t'es potentiellement éligible à un airdrop parce que juste à utiliser une application dans le système et tu peux être éligible. Et si tu vas encore au-delà de ça, tu utilises le portail d'Arbitrum, donc ça peut être une deuxième chose, et après tu peux utiliser via le portail d'Arbitrum, qui est en fait un peu une marketplace, différentes applications qui sont sur la blockchain d'Arbitrum, et qui du coup en fait vont te permettre de farmer par exemple ou de faire des choses sur la blockchain d'Arbitrum et de faire travailler en fait tes tokens et de confirmer en fait que tu es bien un utilisateur et que tu fais bien les choses. Et du coup, en faisant ça, tu peux être plus facilement éligible à un airdrop. Le token HOP, par exemple, c'est exactement en fait, ce qui s'est passé. Il fallait bridger des Ethereum vers Optimist et utiliser en fait le bridge HOP, HOP, pour pouvoir être éligible. Donc après, tout ça, c'est des rumeurs, c'est des choses. Il faut suivre un peu la blockchain. Il faut prendre le temps aussi de le faire parce que c'est pas toujours très facile, c'est pas toujours très user friendly. Il faut prendre le temps. Tout ça, c'est pas grave. L'important, c'est même si tu rates un airdrop, il faut pas FOMO non plus. Tu vois, tu rates un airdrop. On est au tout début de la crypto, au tout début des blockchains. Tu auras largement le temps d'en profiter plus tard. Ok, très bien. Alors, je voulais juste revenir sur un petit truc que tu as dit au début qui était très très important. Et d'ailleurs, ça revient à ce que tu disais à l'instant sur le FOMO. C'est vrai que généralement, que ce soit sur les airdrops dans la DeFi ou sur l'ensemble de l'écosystème crypto, le moment où vous entendez tout le monde parler de quelque chose, et ça tu l'as dit au début, généralement c'est trop tard. Comme quand un projet annonce l'airdrop, généralement c'est un peu tard. C'est-à-dire que quand ça sort, quand ça pète et que tout le monde en parle, c'est peut-être un petit peu trop dangereux de se positionner, ou en tout cas trop tard. Donc c'est pour ça que c'est très très important, quel que soit le secteur dans l'écosystème crypto dans lequel vous travaillez, de bien faire des recherches au préalable, d'être curieux, d'aller fouiner un petit peu partout, parce qu'il y a une quantité de contenu et de ressources extrêmement grande, et c'est important d'aller voir un petit peu partout pour dénicher en fait, les opportunités intéressantes, et surtout les dénicher de manière early. J'avais une petite question, parce que je sais qu'il y en a certains qui ne maîtrisent pas tous les termes. Qu'est-ce que ça veut dire le terme bridge? Tu parlais de faire un bridge par exemple entre la blockchain Ethereum et une autre blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un bridge? Alors en anglais on sait que bridge c'est pont, mais là dans le cadre de la DeFi,
à quoi ça correspond exactement. En fait, c'est exactement ça. Bridger, ça veut dire en fait faire le pont entre différentes blockchains. Chaque blockchain en fait a son propre système. Si tu prends Ethereum, Avalanche, Solana par exemple, c'est 3 blockchains différentes. En fait, les jetons sont incompatibles d'une blockchain à une autre. Et donc du coup, en fait, c'est comme si tu avais 3 pays qui parlaient 3 langues différentes. Ouais. Et au final, personne ne se comprend. Bah, en fait, le bridge, ça te permet de faire correspondre un Ethereum sur la blockchain d'Ethereum à Avalanche, par exemple. Parce que autrement, le token n'est pas pris en compte parce que en fait, c'est pas le même langage. Donc, du coup, bridger, ça te permet en fait de basculer d'une crypto à une autre et du coup de faire en sorte que en fait, ça traduise un Ethereum, mais sur la blockchain d'Avalanche. C'est ça. Ok. Ok, super. Alors, je crois qu'il y avait une petite question assez intéressante de Ben qui demandait je dois transférer de l'USDT sur ERC20, donc via ERC20. Quel bridge fonctionnerait pour un airdrop? Alors c'est une bonne question en fait. Déjà en fait il faut requalifier quel airdrop en fait tu souhaites. C'est ça. Enfin tu vois en fait sur quel alors il a précisé. Excuse-moi je te coupe. Il a précisé en dessous j'avais pas vu de ERC 20 donc Arbitrum pour Arbitrum. Ouais. Et ben du coup en fait c'est exactement le contenu de la vidéo que j'ai posté tout à l'heure. Donc en fait tu as de l'USDT, il faut le bridger, tu veux pas le faire sur MetaMask, ok, ça marche pas, il faut que tu utilises le bridge. Alors je te le donne, je te donne l'adresse du bridge, c'est bridge.arbitrum arbitrum.io. Je peux même Alex, tu veux que je partage mon écran vite fait ouais, vas-y, à la limite, fais un petit partage d'écran, comme ça ils vont pouvoir voir. Ouais. Donc, bridge.arbitrum.io, il me semble que c'était ça. Pour ceux qui n'ont pas pu entendre. Exactement. Là, on va vous partager l'écran. Comme ça, Nico va pouvoir vous montrer directement le bridge qu'il va utiliser du coup pour, pour tout simplement cet airdrop. Pardon. Voilà, tu vois en fait, donc très rapidement ce que j'ai fait. Si tu vois mon écran, en fait, tu vas sur ce site-là, bridge.ethereum.io, tu login avec ton portefeuille MetaMask, ok. Une fois que tu login avec ton portefeuille MetaMask, tu vois en fait ta balance d'Ethereum d'un côté et en fait combien ça convertit. Donc en fait, tu convertis, comme c'est sur la même blockchain, tu convertis des Ethereum en Ethereum. Donc ça c'est pas un problème, mais tu passes de la blockchain d'Ethereum à la blockchain d'Arbitrum. C'est ça. Tu vois derrière tout ton historique, donc tu vois j'ai fait 0,5, c'était ce matin et puis cet après-midi j'ai fait 0,05, 0,05, 0,05, 0,02, tu vois, on voit tout l'historique que j'ai fait et du coup ça rentre aussi en considération pour l'airdrop. Ok. Alex, tu veux que j'aille un tout petit peu plus loin peut-être dans ce que j'ai fait? Vas-y, ouais, je te laisse expliquer un petit peu parce que je pense que c'est intéressant et pour le moment ça reste assez compréhensible pour tous. Donc là, je te laisse aller un petit peu plus loin pour expliquer justement ce que tu as fait et comment ça marche. Je voulais juste préciser que, voilà, pour ceux qui n'avaient pas forcément compris, même quand voilà, vous faites un bridge comme ça entre une blockchain via une autre, le token, le jeton reste le même. C'est-à-dire que ça reste de l'Ethereum. Ok, c'est comme par exemple vous mettez du samplon 95 dans une voiture et vous en mettez dans une autre, ça reste la même essence en fait. C'est l'utilisation derrière qui va pas être exactement la même. Je sais pas si la comparaison est parfaite, mais c'est pour dire que ça reste le même élément en fait. On n'a pas un Ethereum qui devient autre chose que de l'Ethereum. C'est ça, exactement. Okay. Et donc du coup en fait, donc là tu as bridgé de l'Ethereum sur la blockchain d'Ethereum vers la blockchain d'Arbitrum. Ouais. Ok. Et une fois que tu as fait ça, en fait, donc c'est bien, tu as des Ethereum, ils sont sur une autre blockchain, mais en fait, une fois que tu as fait ça, tu n'as encore rien fait. L'idée, c'est de se servir, en fait, et pourquoi est-ce qu'on parle d'airdrop? En fait, c'est qu'en fait, il faut te servir des différentes applications qui sont dans l'écosystème. Ouais. Okay. Et pour ça, tu vas en fait sur un autre site qui s'appelle portal.arbitrum.one. Je vous laisse prendre les notes si vous voulez. Mais en fait, portal.arbitrum.one, c'est un peu la marketplace, c'est un peu l'app store en fait de toutes les différentes applications qui existent sur la blockchain d'Arbitrum. Okay. Il y a des trucs que vous connaissez très bien ou que tu connais très bien, OneInch, Aave, tout ça, c'est du très connu. C'est du très très connu.
Anchor peut-être un petit peu moins. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de cette application-là qui s'appelle Balancer, mais il y en a une palanquée. Hein. Ouais. Bifi, c'est sûrement l'application la plus connue en ce qui concerne le farming. Donc, tu vois, en fait, beaucoup de choses qui fonctionnent pour la blockchain d'Ethereum, comme c'est quasiment le même système où les deux solutions se parlent bien, bah, du coup, en fait, tu retrouves beaucoup d'applications qui existent sur l'écosystème d'Ethereum, sur la blockchain d'Arbitrum. Ok. Alors de toute façon, les gars, donc moi je suis allé sur cette. Ouais, j'allais juste dire de toute façon pour toutes les ressources, les sites que Nico il vous présente, on vous mettra tous les liens dans le Discord après le live. Je vous mettrai peut-être en description de la rediffusion aussi sur YouTube. Comme ça, voilà, si vous voulez commencer à acheter un œil, aller checker un petit peu tout ça, on vous mettra toutes les ressources, vous inquiétez pas. Mais je te laisse continuer. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allé sur cette application-là qui s'appelle Balancer. Okay. Balancer, c'est juste là. Bah, tu vois en fait là c'est la fin, mais en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti des Ethereum en différents cryptos, tu vois, c'est les mêmes tokens, c'est juste que ils sont maintenant convertis dans la blockchain d'Ethereum, mais WBTC, du Wrapped Bitcoin, du Wrapped Ethereum. C'est juste parce que en fait c'est ce qui correspond en fait à cette blockchain. C'est ça. Voilà. Et en fait tu vas en fait sur cette partie-là qui s'appelle Invest, et en fait tu vois ici les différents à droite là, tu vois les différents taux d'intérêt, le pool value. Donc en fait il faut prendre, on verra ça quand on ira peut-être sûrement plus loin dans la partie farming et tout, mais en fait ça c'est ton taux d'intérêt annualisé. Ça c'est les différentes WBTC et tout, c'est les différentes cryptos qui sont dans ce pool là, et ça c'est la valeur totale en fait du pool. C'est-à-dire en gros, si on reprend la métaphore tu sais de l'échangeur d'aéroport, ben en fait ça c'est un échangeur d'aéroport, il a 7,5 millions dans son coffre, et en fait à chaque changement, à chaque trade en fait qui est fait, parce que c'est ça en fait la rémunération, à chaque trade qui est fait ici, toi tu prends une commission, et tu vois les taux ils sont variables, et on était en dessous de 9 quand on a commencé le live, et même juste à l'instant, et là on vient de passer à 10,31. Tu vois, donc tout ça c'est des éléments qui sont variables, etc. Et donc du coup en laissant tes jetons ici, en les laissant travailler et en utilisant en fait la blockchain, c'est comme ça que tu as plus de chances en fait d'être éligible au futur airdrop. D'accord. Alors j'avais une petite question aussi qui je pense va concerner tout le monde. Comment, parce que voilà, ça reste des taux d'intérêt, donc forcément on est dans l'écosystème crypto, donc forcément il y a un risque. Et justement ces pools de liquidité, comment on sait si voilà, une pool de liquidité elle va être sérieuse, si il va y avoir justement assez de liquidité pour pouvoir récompenser justement les utilisateurs? Est-ce qu'il y a des critères particuliers à vérifier avant de se positionner justement sur une pool ou quelque chose comme ça? Ouais, alors sur la partie sécurité, c'est toujours un peu un grand moment. Il y a différents points à regarder. Déjà, en fait, t'as deux niveaux de sécurité. En réalité, tu as la sécurité au niveau du site. D'accord. Est-ce que le site est fiable ou est-ce que le site n'est pas fiable? Et ça, t'as différents outils. En fait, par exemple, tu prends des protocoles comme AV, par exemple, ou tu vois, qui sont très connus, qui sont très mainstream, OneInch, Uniswap. Tu vois, en fait, tous ces protocoles-là, ils sont audités en permanence. Le code est open source pour certains, donc en fait, tout ça est extrêmement sûr. Si tu vas sur des choses un peu plus exotiques, on a parlé de Bifi. Bifi, c'est déjà un peu plus exotique. D'accord. Donc c'est moins fiable. Ça veut pas dire que c'est pas fiable, mais ça veut dire qu'il y a potentiellement un peu plus de risque de hacking. Et après, tu as d'autres sites en fait qui sont si tu prends des copycats en fait de PancakeSwap par exemple, là ça devient une horreur. En fait. Donc là t'as un risque, en fait t'as un risque tu mets tes fonds et n'importe quel pirate un peu bien armé qui s'est codé, il prend tes fonds. Et après t'as une autre partie en ce qui concerne le pool. Le pool, donc une fois que tu es dans une application, et là en fait c'est souvent en fait c'est la valeur totale qui détermine la sécurité. C'est-à-dire qu'en gros plus le pool est élevé, plus tu te dis en fait c'est impossible qu'il y ait un mec qui parte une fois avec la caisse. D'accord. Ok, donc voilà les gars, un petit peu les petites choses, parce qu'on le sait, hein, quel que soit le secteur, que ce soit en DeFi, que ce soit en NFT, que ce soit en crypto, toujours très très important
aussi de faire des recherches, pas uniquement sur la crypto ou le projet que vous allez acheter ou utiliser, mais aussi sur la plateforme qui va en fait supporter ce projet-là. Donc que ce soit un échange, on parlait tout à l'heure des échanges décentralisés, centralisés, que ce soit ça, que ce soit un projet, toujours faire attention à ce qu'il y a derrière. Est-ce que en termes de sécurité c'est correct? Est-ce que en termes de liquidité c'est correct pour être sûr que vous aussi vous puissiez récupérer ce qui vous doit en fait, ce qui vous revient tout simplement. Donc voilà les petites choses auxquelles il faut faire attention avant de vous positionner sur une pool de liquidité, donc en termes de sécurité, en termes de liquidité. Je vois, il y a une autre question, hein, je le redis, mais pour tout ce qui va être ressources, les sites, etc., on va vous les mettre dans le serveur Discord, les gars. On va vous rentrer ça, donc comme ça, vous pourrez aller checker juste après. Donc voilà, je te laisse continuer. Du coup, peut-être que là, on va pouvoir aller un petit peu plus vers la partie farming et rentrer un petit peu plus en détail sur comment on va pouvoir l'utiliser, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut rapporter aussi. Ouais, bien sûr. Alors pour la partie farming, en fait, il y a une app et ça c'est la Bible. Je vais repartager peut-être mon écran vite fait. Ouais, vas-y, je te laisse. C'est la Bible. L'application s'appelle Coindix. Donc ok, il peut y avoir un jeu de mots un peu graveleux avec Coindix. Coindix. En fait, Coindix c'est un peu comme quand tu cherches un billet d'avion, tu vas pas sur Air France, puis ensuite tu vas pas sur Air Caraïbes, tu vas pas sur en fait tu vas sur un agrégateur, c'est Kayak, c'est Skyscanner, et ensuite c'est cette application là en fait qui te trouve le meilleur prix, le meilleur taux, etc. Et en fait Coindix c'est ouais, exactement, c'est exactement ça. Coindix en fait c'est ton comparateur de prix. D'accord. Et en fait tu peux avoir accès juste via ça en fait à tous les différents les différents taux qui existent. Tu peux les classer ici. Donc là tu vois tu as All Vaults, donc tous les coffres forts. Tu peux les classer ici par taux, par TVL. Tu peux classer ici uniquement si tu veux. Enfin, en ce moment le marché est hyper compliqué. Tu peux vouloir rester en stablecoin le temps que ça termine de descendre, etc. Et en fait tu peux avoir accès ici à tes coffres forts et farmer uniquement des stablecoins par exemple. D'accord. Tu vois, et donc en fait là tu arrives à jongler un peu entre les deux, à faire travailler toujours tes actifs, mais en même temps à limiter ton risque parce que du coup tu restes en stablecoin. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque avec le farming, mais ça veut juste dire qu'au moins tu n'as pas de risque que s'il y a une crypto qui descend, en plus tu sois bloqué avec une crypto, avec une crypto et en plus tu peux pas t'en servir. Voilà, c'est ça. Et tu vois ici, après quand tu cliques après sur les différents protocoles, donc c'est vraiment ton kayak, du farming de la crypto quoi. Sur place c'est absolument incroyable. Tu vois ici t'as un truc ici à 65%. Alors c'est pas une grosse TVL, hein, 200 000 c'est que dalle. Mais tu vois tu peux quand même y accéder. Donc t'as un lien ici. Et tu peux l'ouvrir après, tu arrives sur Uniswap et tu arrives après directement sur ton pool et tu peux rajouter ici de la liquidité et tu peux participer après directement au protocole. Ok, super. Ça c'est la Bible du farming. Ok, première étape du coup très très importante, c'est d'aller sur Coindix les gars. Comme on disait, une sorte de comparateur de prix comme pour par exemple si vous voulez acheter des billets d'avion, mais là du coup sur tous les protocoles qui vont s'offrir à vous. Et tu vois, en fait, ça fonctionne exactement comme ton kayak. Tu peux choisir ici, peu importe en fait la compagnie qui va t'emmener du point A au point B, mais tu peux aussi avoir ici, tu peux choisir ici que Air France, que Air Caraïbes, que Iberia ou British Airways ou Dieu sait quoi. Tu peux choisir ici, par exemple, je veux que du Bifi. Et tu vois ici les protocoles où c'est que du Bifi. Donc tu peux filtrer aussi en plus. C'est vraiment super user-friendly. C'est une super grande avancée en termes de DeFi. C'est génial. Ok. C'est vrai que ça, c'est le genre de plateforme qui, pour le grand public, va permettre une démocratisation, une adoption beaucoup plus massive. Parce qu'on le sait, jusqu'à maintenant, il y a une grosse partie de la DeFi encore qui est assez compliquée d'utilisation et difficile d'accès pour certaines personnes. C'est vrai que voilà, ça reste quand même quelque chose de très nouveau. On n'a pas forcément encore une simplification, on va dire, des plateformes qui est idéal. Et du coup, c'est via ce genre justement de plateforme, donc Coindix,
qu'on va permettre une démocratisation beaucoup plus importante, puisque là, à partir de maintenant, avec des sites comme ça, n'importe qui va pouvoir aller checker et trouver en fait ce qu'il cherche en fait. Ouais. Okay. Et juste un tout petit point, parce qu'en fait, on se rend jamais compte. Tu vois, on voit des 16%, 12%, 30%. Tu vois, en fait, on se dit merde, mais en fait, ça veut rien dire, quoi. Il faut savoir en fait que 30% par an, c'est énorme, et peut-être même c'est pas durable. Mais supposons que ce soit durable. Si tu investis 1 000 € à 30% par an, en fait, tu doubles, tu fais plus de 2 fois et demi ton capital, tu fais 2500 € en 3 ans. Ouais. En fait, c'est la puissance des intérêts composés, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, la première année, tu as 1000, tu passes à 1003, mais la deuxième année, tu fais 30%, mais plus de 1000, tu fais 30% de 1003. Donc, en fait, et du coup, ça devient exponentiel. Donc, 30%, c'est vraiment énorme. C'est ça. Ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, effectivement, des intérêts composés. Justement, la DeFi, ça permet justement d'utiliser ces intérêts composés de la meilleure des manières. Alors après, effectivement, pour faire une petite partie un petit peu plus sécurité et mise en garde, il faut faire attention, effectivement, avec ces taux d'intérêt. Quand vous allez sur un protocole qui vous affiche des taux d'intérêt extraordinaires dès le début, attention. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais comme tu l'as très justement dit à l'instant, ça veut peut-être dire que dans le temps, c'est pas forcément un protocole qui va être très durable. Donc, ce que moi personnellement je peux vous conseiller, même si j'ai pas la même expérience que toi en DeFi, évidemment, ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous allez sur des protocoles comme ça avec des gros taux d'intérêt, c'est de ne pas hésiter à prendre des profits assez rapidement. De prendre des profits assez rapidement pour pas rester exposé trop grandement en fait et de risquer une trop grosse part du capital que vous avez engagé sur un protocole. Et puis évidemment, comme dans d'autres types d'investissements comme avec la crypto, les NFT, etc., ça va être de vous diversifier. Ne mettez pas tout votre capital DeFi dans un seul et même protocole, évidemment. Ni un même protocole, ni un même pool. Enfin voilà, on sait jamais, tu vois. Enfin, pour ceux qui avaient des sous dans Encore, et j'en fais partie, Encore, alors que c'était un protocole qui était hyper robuste, du jour au lendemain, en fait, le truc a disparu. Donc, diversification, c'est vraiment le maître mot. En fait, ça évite de se dire, en fait, si tu as tout misé sur Encore parce que tu étais attiré par les taux d'intérêt à 20%, du coup, en fait, tu n'as plus rien. Donc, diversification, c'est vraiment le mot-clé. Hein. Ouais, et puis de toute façon, on le sait, on est dans un écosystème qui est encore jeune. Donc, comme tu l'as dit, même un protocole comme Encore, qui était quelque chose de robuste, même si c'est pas des taux d'intérêt qui sont forcément mirobolants et qui peuvent faire rêver, et du coup on se dit ah ça pue, ça peut quand même s'écrouler. On le voit avec Terra, hein. Terra qui était un écosystème solide, qui était bien en place, qui n'était pas du tout un scam, et il y a des chances quand même que ça s'écroule à certains moments. Voilà, on est encore sur un écosystème jeune, donc d'où l'importance d'avoir une diversification et une sécurité accrue en fait, on pourrait dire, sur ces marchés-là. Exactement. Donc voilà. Ok, et écoute, Nico, ça fait à peu près 40 minutes déjà qu'on est en live. Ce que je te propose, c'est que là, pour terminer ce live, tu nous partages un call, justement, une opportunité DeFi qu'on va pouvoir saisir, moi, toi et tous ceux qui nous regardent en ce moment. Ouais, carrément. Alors, l'appli du moment, ou celle que je vais vous partager, elle s'appelle GMX. GMX, c'est un peu l'équivalent du One Inch, mais c'est pour l'écosystème, pour la blockchain d'Avalanche. D'accord. En fait, ça va au-delà d'un One Inch qui est juste une appli pour faire du swap. GMX, tu peux avoir accès aussi à des outils de trading très avancés, et surtout tu peux faire aussi, tu as accès à des produits pour faire du levier. D'accord. Okay. Jusqu'à x30. Tu vois, donc x30 de levier, pour n'importe quel trader, en fait, c'est colossal. Quoi. Ouais, c'est colossal. Beaucoup. Et en fait, donc tu peux soit te servir de GMX, toi, en tant qu'utilisateur final, donc ça peut être une chose, mais ce qui est plus malin, c'est d'investir, en fait, dans GMX. Et pourquoi je te dis d'investir dans GMX? Parce qu'en fait, GMX, tous les propriétaires de jetons GMX reçoivent une portion des frais en fait qui sont prélevés, des frais de transaction qui sont prélevés pour chaque transaction. D'accord. Et en fait, là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu
tu connais l'adage qui s'appelle dans les casinos, la maison gagne toujours. C'est ça. Le casino est toujours gagnant. Et ben en fait, exactement, le casino est toujours gagnant. Et ben là en fait, quand tu es GMX, en fait c'est toi le casino. Ok. C'est-à-dire qu'en fait pour chaque transaction, en fait tu vois en fait tout l'historique des transactions qui sont faites. C'est un système qui est relativement jeune, mais qui est très très bien fait. Et tu vois en fait tout l'historique des transactions. Et en fait, tu vois que même donc s'il y a une transaction qui est gagnante, ouais. GMX perd de l'argent. En revanche, s'il y a une transaction qui est perdante, où le trader a perdu de l'argent, là, c'est GMX qui gagne de l'argent. Et en fait, quand tu fais le comparatif des deux, et il est public, tu peux voir en fait les sommes gagnées et les sommes perdues. Ouais. Et en fait, les sommes sont systématiquement perdues jour après jour après jour, mois après mois. Okay. Et donc en fait, il y a toujours une portion en fait qui est reversée, qui est reversée en fait au détenteur du GMX. Okay. C'est vraiment un peu genre c'est l'application du peuple par le peuple pour le peuple quoi. En gros, c'est à peu près ça quoi. Ok, ça va. Et donc du coup, ça va pour toi. Si tu veux t'en acheter, il faut aller sur TraderJoe. Alors, attends, je ne peux même pas le faire comme ça. Alors, évidemment, les gars, on précise que c'est pas du conseil en investissement, hein, ce qu'on fait là. Ouais. Voilà, on vous présente une opportunité que, bon, alors moi, personnellement, je ne l'ai pas encore saisi, mais Nico, oui. Mais voilà, on vous présente une opportunité, quelque chose d'intéressant. Évidemment, on ne vous dit pas foncez tête baissée dessus, mais on vous dit c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un potentiel. Allez regarder, faites vos propres recherches. Et si, avec notre avis, plus le vôtre, vous vous dites c'est cool, allez-y. Vas-y, je te laisse. C'est exactement ça. Je te laisse montrer du coup. Donc ouais, tu peux acheter du GMX. Alors tu peux aussi acheter du GLP, mais on va pas rentrer dans ce niveau de détail là, on n'aura pas le temps. Okay. Mais GLP en fait c'est le liquidity pool, okay, qui est lié en fait à cette application. Et comme tu vois ici en fait, comme tu prends plus de risques, du coup ton taux de rendement, ton taux d'intérêt est plus intéressant 53% que 35%. Mais du coup, en fait, il y a deux bénéfices qui viennent quand tu as un token GMX. Le premier, c'est que tu touches quand même 35% de transactions, de transaction fees. Le deuxième, c'est qu'en plus, tu as accès à des jetons en fait, de gouvernance. Ça te permet en fait, de voter au sein du protocole. Ouais, okay. Donc ça, c'est un truc que tu ne peux pas avoir avec GLP. Et tu vas juste acheter en fait, GMX, Purchase GMX. Et là, en fait, tu vas pouvoir en acheter sur cet exchange en fait qui s'appelle TraderJoe, qui est un peu le one inch, l'équivalent one inch, mais d'Avalanche. Ok, très bien. Voilà. Et donc là en fait tu as juste à renseigner. Il te faut des AVAX pour pouvoir transférer en GMX, et attention à pas transférer tous tes AVAX, parce qu'il faudra une toute petite partie d'AVAX pour pouvoir payer les transaction fees, les frais de gaz toujours. Ok, très bien. Voilà. Parfait. Bon, je pense que c'était assez clair, assez compréhensible. Hein. Là, c'est déjà une première opportunité qui est accessible à tous, hein, comme vous l'avez vu. C'est pas très compliqué. C'est quelque chose d'assez simple. Vous avez des plateformes assez simples d'utilisation aussi sur lesquelles vous pouvez aller. De tous les cas, comme je vous ai dit, on vous mettra tous les liens sur le serveur Discord. Hein. Donc, des applications à utiliser, des sites à utiliser pour faire vos recherches, mais aussi justement pour commencer à vous positionner. Voilà les amis, on va arriver au terme de ce live. Ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre le serveur Discord. Je vais ouvrir désormais, à partir de ce premier live, un nouveau channel justement DeFi questions. Vous allez pouvoir poser vos questions par rapport à ce que Nico va mettre dans le serveur de Discord, donc DeFi. Je vous laisserai aller voir tout ça juste après. S'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité et que ça intéresse, je vais mettre, et Nico aussi, mais en tout cas moi je vais mettre en intégralité la rediffusion du live sur la chaîne YouTube. Donc je vous laisserai aller voir tout ça. Et dans tous les cas, vous inquiétez pas, il y a d'autres lives qui vont arriver sur Twitch, sur TikTok, mais aussi directement sur Discord dans les prochaines semaines. Donc voilà, je mettrai aussi dans la description et sur Discord le lien des réseaux de Nico. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu les vidéos qu'il fait spécifiquement DeFi dans la semaine, et puis potentiellement lui poser des petites questions régulièrement. Voilà, en tout cas Nico, merci beaucoup à toi d'avoir été présent ce soir. Cool. C'était super sympa, on est resté 45 minutes, c'était exactement ce que j'avais prévu, donc c'est parfait. Ouais. Écoute, on se donne rendez-vous très très prochainement pour davantage de contenu, davantage d'analyse. Reste avec moi, on va débrief juste après tous les deux. Sur ce les amis, je vous laisse. Bonne soirée à tous, ciao.
Merci, bonne soirée à tous. Ciao.